Julie Gaillet, Mathieu Bisson, bonjour, Siam Fadli de Radio Ramim, très heureuse de vous voir aujourd'hui ici, surtout à Pessac. Pour vous Julie, ce n'est pas une première fois, vous étiez déjà venue à plusieurs reprises. Vous êtes co-réalisatrice, co-réalisateur de ce film, une histoire emblématique d'une femme avant-gardiste. Mais ce mois du 8 novembre, le 8 novembre, à 16h48, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Et le combat qu'a mené Olympe depuis 2 siècles, dépassant 2 siècles et plus, on en est où maintenant? Que pensez-vous de cette égalité des femmes et des hommes? Alors Mathieu et moi, on s'est connus. Alors Mathieu est comédien, hein, comme moi. Lui, il a fait le conservatoire, c'est un vrai comédien. Il a joué depuis très jeune. Mais on s'est rencontrés sur un tournage. Mathieu était déjà un peu, avec une petite caméra, faisant un making-of, en train de devenir réalisateur. Et je pense qu'il va faire beaucoup de nombreux films dans son travail. Mais nous, on s'est rencontrés sur la place des femmes dans le cinéma. On a fait 3 documentaires ensemble. Un documentaire où on a interviewé 20 réalisatrices françaises, puis après 20 réalisateurs, puis des femmes réalisatrices dans le monde entier. Et au travers de ces films, on se posait déjà cette question de l'égalité, de la parité dans nos métiers, et qui n'est pas encore là du tout, comme vous le dites. Donc c'est une autre façon, en faisant le film sur Olympe de Gouges, de pouvoir aborder ces sujets auprès des collégiens, auprès des lycéens. Et l'égalité salariale, évidemment, c'est un des premiers sujets. C'est-à-dire que quand on projette le film, on explique que, voilà, même dans l'éducation nationale, où disons que c'est un peu plus facile pour les... Il y a l'égalité salariale, on va dire, pour les professeurs. Malgré tout, les femmes arrêtent de travailler, font 80% de temps quand elles ont un premier, deuxième enfant, encore moins, qu'en général ce sont les aidantes, ce sont elles qui aident quand il y a une problématique dans la famille. Et qu'aujourd'hui, parce que vous dites qu'elles arrêtent de travailler là, mais surtout quand il est question des retraites aujourd'hui, les retraites des femmes, c'est 40% de moins que celles des hommes. C'est-à-dire qu'en plus, sur ce temps de travail qu'elles ne font pas et qu'elles donnent à la famille, au final, c'est elles qui en souffrent. Donc... On est assez complémentaires là-dessus, on a aussi écrit un livre là-dessus, c'est-à-dire que Julie, elle est plutôt solaire et très optimiste et très engagée, moi je suis plutôt très pessimiste. C'est-à-dire que moi j'ai deux gosses, j'ai un garçon et une fille et j'ai envie qu'ils aient les mêmes droits, quoi. Oui, les mêmes chances. Les mêmes chances, et je trouve qu'on est dans un monde plutôt... ça fait flipper, je ne parle même pas de Trump et d'un côté et Poutine de l'autre, enfin on est dans un monde plutôt infâme où chaque fois qu'il y a un progrès, on a l'impression de faire 3 pas en arrière ou 25 en arrière. Et il faut continuer absolument de se battre, ça c'est sûr, de lutter pour, parce qu'il n'y a aucune raison que 2 êtres humains n'aient pas les mêmes droits, les mêmes chances et tout ça, quoi. Donc, mais on en est loin. Oui, alors nous, on a commencé nos documentaires sur la place des femmes. À l'époque, c'était en 2011, il n'y avait pas eu cette vague MeToo, mais il y avait Agnès Varda, qui a été quand même pour moi une figure très importante, puisque j'ai commencé le cinéma avec elle. Et elles avaient quand même ouvert beaucoup de portes dans les années 70 avec Delphine Seyrig. Elle a fait des films sur ce sujet, sur le regard sur la place des femmes. Mais elle disait sans cesse quand est-ce que les femmes se mettraient ensemble. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à ce que dit Olympe de Gouges, qui a écrit sur quand est-ce que les femmes cesseront de s'opposer les unes aux autres et de médire sur leur propre sexe. Elle explique d'une certaine manière que les femmes peuvent parfois être les pires ennemies des femmes parce qu'elles ont toujours été mises dans une compétition avec voilà, cette espèce de bon point, si tu es la plus belle, tu es la meilleure, tu es face au regard des hommes. Donc Agnès Varda voulait ce mouvement. Et puis en 2017, il y a eu ce grand mouvement de libération de la parole des femmes. Et Agnès Varda, avant de nous quitter, de partir, a vraiment vu ce moment de sororité où les associations, les collectifs ont commencé à se créer beaucoup plus. Ces clubs de femmes, à l'époque d'Olympe de Gouges, donc là je refais les parallèles, mais qui existaient et qui ont été interdits. Et puis, elle pensait que là, il y avait un souffle nouveau qui arrive. Donc c'est là où moi je suis plus positive,
c'est que je me dis, oui, aujourd'hui, il y a des associations, des collectifs dans le cinéma 50-50 qui ont fait bouger les choses, qui essayent de faire bouger les choses, qu'il y a une pression, qu'il y a une fondation des femmes, que Women in Games, ça n'existait pas encore il y a 3 ans, elles se sont fédérées elles aussi pour faire bouger avec les hommes, hein, parce que même dans la Fondation des femmes, les forces juridiques de la Fondation des femmes, il y a des avocats. C'est juste que là, il y a quelque chose qui est en train de peut-être avancer. Moi, j'ai la sensation qu'on est un peu plus organisé. Bon, maintenant, il y a toujours ce backlash, il y a toujours cette espèce de peur qui est un peu dommage de certains hommes qui se crispent, et puis de femmes qui ne veulent pas de cette égalité ou qui sont plus sur un passé, mais de raconter que dans le passé, finalement, ce n'était pas ça. Il y a du boulot, il y a du boulot. Non, mais bon, entre nous, quand on était plus jeunes, où on avait Blanche-Neige, Cendrillon, Disney, c'était un peu Mon Prince Charmant viendra, et les Disney d'aujourd'hui, on voit que c'est quand même un peu autre chose. Ou même, moi je le dis souvent, mais quand même, c'était très joyeux de voir que Barbie, réalisée par une femme avec le plus gros budget à Hollywood, qui se moque du patriarcat, marche dans le monde entier. Je me dis quand même qu'on avance, on avance. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, on n'a plus envie de faire marche arrière. De la même manière que Olympe, jusqu'au bout, s'est battu pour ses idées, pour cette idée de parité, d'égalité. Mais il faut du temps, il a fallu beaucoup de temps. Ce serait bien que ça aille un peu plus vite sur l'éducation des filles. Alors toi, tu vas encore être négatif, tu vas dire regarde ce qui se passe en Afghanistan, regarde ce qui se passe ailleurs, et que c'est terrible. Mais déjà en France, il y a pas mal de travail à faire sur la jeune génération aussi pour se rappeler. C'est pour ça que l'histoire sert à ça, que les femmes étaient sous tutelle de leur père toute leur vie. À l'époque, donc avant la Révolution française, que c'est à la Révolution française qu'il y a un décret qui émancipe les femmes à 21 ans, la majorité, qu'elles retournaient sous tutelle de leur mari quand elles se mariaient, mais si elles ne se mariaient pas, elles étaient émancipées. On fait beaucoup on voyage pas mal à la rencontre de collégiens et lycéens, et c'est vrai que Julie le dit souvent, c'est-à-dire qu'il y a même des tests de fait là-dessus, mais qu'elles soient en face de nous, qu'ils soient en face de nous 20, 60 ou 200, 80% du temps, les garçons ont beaucoup plus de facilité à prendre la parole que les filles. Ça veut dire qu'elles ont des choses moins intéressantes à dire, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, en France, 2024, pays moderne, on apprend plus ou moins aux femmes à s'effacer, à se taire, sûrement qu'elles ont un truc moins intelligent à dire que le type qui est à côté. Pas du tout. C'est fou, quoi, qu'on en soit encore là. C'est un gros boulot à faire, ça, déjà depuis la maternelle, depuis tout, quoi. Donc, on en est encore là, quoi. Ça, c'est mon côté pessimiste, pardon. Et Julie Gaillet, une question. Vous avez choisi de réaliser et d'incarner le personnage d'Olympe de Gouges. Est-ce que vous vous reconnaissez en ce personnage? Est-ce que vous avez des points communs avec elle? Mathieu répondra, mais moi je voulais pas l'interpréter. J'ai totalement le syndrome des femmes. Pareil, j'ai mis 10 ans à monter ma société de production, qui est ce syndrome un peu, pas de l'imposteur, mais d'illégitimité, de toujours me dire, mais est-ce que je suis capable, est-ce que c'est bien? Et donc là, je me disais, je le réalise, je vais pas jouer dedans, jusqu'à ce que Mathieu me dise, mais tu le portes depuis 5 ans, tu connais par cœur, et que c'est vrai, tout simplement, ces engagements-là sont les miens, que je fais partie de la Fondation des femmes, que j'étais à la création vraiment au début de 50-50, que militer sur la santé des femmes avec l'endométriose, dont on parle quand même dans les lycées quand on fait nos déplacements, sur l'endométriose, sur tous ces sujets de la santé des femmes. Et même sur l'IA, je raconte que l'intelligence artificielle augmente ces inégalités, parce qu'il n'y a pas toujours les études, donc on passe des heures à en parler. Non, mais ça avait du sens, c'est-à-dire on sait plein de choses sur Olympe, et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on n'a pas de vrai portrait d'elle avéré comme étant d'elle. Donc on a plein de trous, de manques. Et c'est vrai que de ce qu'on imagine d'elle, enfin moi ce que j'imaginais d'elle en tout cas, et elle, pour l'avoir beaucoup fréquentée, énergique, du soir au matin, à se battre, à faire des conférences, machin et tout, je disais que les deux devaient se ressembler pas mal, quoi. Elles auraient pu
à défaut de se retrouver au café, l'une rentrait dans la peau de l'autre sans faire trop d'efforts. Bon, moi, en tout cas, je pensais à Anne-Cécile Melfer, à Marie Servetti, à tous ces portraits de femmes que j'ai rencontrés incroyables, qui ont monté des associations, qui se battent au quotidien, toutes celles qui sont dans l'ombre, en fait, qui tous les jours, avec des associations, font bouger les choses. Donc, et comme j'ai beaucoup d'admiration pour elles, on avait fait leur portrait avec Mathieu pour un 4e documentaire qui s'est terminé par un livre, Ensemble on est plus fortes, où on a fait les portraits de ces femmes sur le terrain. C'est sûr que voilà, je vois bien comment elles fonctionnent en même temps qu'elles s'occupent des enfants, qu'elles travaillent et elles font aussi cet engagement à côté. Donc je vois bien comment Olympe, souvent elles sont tout aussi contre les injustices. Ça part de ça aussi, tout simplement. Mathieu, vous avez parlé du portrait d'Olympe. Et Julie, vous étiez là le mois de mars, on a dévoilé le portrait d'Olympe dans la ville d'Arès, la commune d'Arès. Est-ce que vous avez été contacté par d'autres communes en France pour dévoiler encore le portrait d'Olympe et de parler d'elle au niveau des lycées, des collèges, enfin. En tout cas, on était contente de voir que pour cette cérémonie d'ouverture des JO, qui était donc une première fois que les Jeux Olympiques étaient vraiment paritaires, ce qui est quand même historique, il y a ces figures qui sont sorties de l'eau, de la Seine, ces statues des femmes qui ne sont pas dans l'espace public, puisqu'en fait, il n'y a que 3% des noms des rues qui ont des noms de femmes. Donc c'était très fort comme symbole. Mais autant Simone Veil, Gisèle Halimi ou Marie Curie, je pense que les gens les connaissent, mais là, Olympe, j'entendais autour de moi, je ne sais pas qui c'est. Donc c'était important, il manquait cette image d'elle. Après, évidemment, ce serait bien qu'il y ait plus de rues avec des noms de femmes. Je crois qu'à Paris, c'est 19%, c'est un petit peu plus. Il y a eu là des lycées, des collèges qui font un travail qui est assez drôle, qui demandent aux élèves quel nom ils aimeraient pouvoir donner dans les rues de leur ville. Et donc les élèves doivent choisir des noms de femmes, et puis surtout faire des groupes et aller défendre la femme qu'ils voudraient avoir dans la rue. Donc ça les oblige à travailler ensemble, et on entend Serena Williams, il y a des noms comme ça emblématiques, et je trouve que ce serait bien. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une terrible nouvelle, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de l'abbé Pierre qui aurait été un harceleur toute sa vie, et donc il est question aujourd'hui en tout cas de dénommer des rues Abbé Pierre. Moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Dénommons l'abbé Pierre et cherchons des noms de femmes pour le remplacer, ce serait formidable. Il manque tout le temps de place pour les nommer. Là on a plein d'idées. Mettez les lycéens, les collégiens au travail, ils ont plein d'idées. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors, Olympe de Gouges, on a vu dans le film qu'elle avait refusé le mariage pour ne pas appartenir à quelqu'un. Et du coup, je voulais vous demander si ça résonne avec des choix que vous avez pu faire dans le passé pour privilégier la discrétion dans votre vie privée et publique. C'est-à-dire qu'être tout le temps définie par la femme d'eux, c'est vrai que c'est un sujet. Moi, je suis d'une famille plutôt de femmes indépendantes. J'ai eu la chance d'avoir une arrière-grand-mère qui a fait partie des premières femmes médecins. Mais là, c'est vraiment, on était à l'époque de la Révolution française, elles devenaient sous tutelle de leur mari. Il y avait aussi cette idée de ne pas avoir le droit d'être à l'Assemblée nationale. La chance d'Olympe de Gouges, c'est qu'elle s'est mariée à 17 ans, un mariage forcé dont elle parle, et elle a écrit dessus une année, puisqu'elle a été jeune veuve à 18 ans, et elle en parle dans des termes terribles. Elle parle vraiment de ce qu'on peut appeler le viol conjugal, c'est assez terrible. Elle a eu cet enfant, Pierre. Les descendants de Pierre sont en Tasmanie, en Australie aujourd'hui, mais pour elle, c'était très concret, le mariage forcé, c'était très concret d'être, comme elle était veuve, de pouvoir aller à l'Assemblée nationale. Seules les veuves pouvaient rentrer à l'Assemblée nationale. Donc cette liberté, cette indépendance que les femmes oublient parfois. Mais moi, il est certain que je trouve que, voilà, un couple, c'est deux entités, c'est deux unités côte à côte dans le respect, ce dont a parlé Olympe de Gouges, d'un contrat social. Mais ça ne veut pas dire s'effacer pour l'autre. Et là, en l'occurrence, dans ma vie personnelle, je vis avec un homme qui, en plus, a été élu
C'est un type en scooter, il est venu me chercher avec les croissants. Oh. Non, et bon, donc plus sérieusement, je suis en plus très sensible à l'idée qu'on élit quelqu'un et pas un couple, et que c'est pas la femme de... Alors il y a Madame Roland qui est très connue dans la Révolution française, enfin, c'est quand même la femme du Premier ministre, ça reste la femme d'un ministre. Et là, Hollande, bah, c'est ses idées, c'est elle en tant que femme. Donc je trouve que c'est assez fort de pouvoir donner cette image-là. Et Après, je déteste cette phrase de il y a toujours une femme derrière un grand homme, Oui, il y a c'est toujours un homme derrière une grande femme. Bah, c'est insupportable, la femme à côté de l'homme. Non, voilà, c'est deux unités côte à côte. Et c'est très important pour moi, cette idée de projection, de rôle modèle pour les autres jeunes femmes. Agnès Varda était comme ça. Elle vivait avec Jacques Demy, mais elle n'était pas définie par Agnès Varda, la femme de Jacques Demy. C'est vrai que c'est souvent aux femmes de faire tout le boulot pour se défendre. Il faut que les mecs agissent aussi pour ça, quoi. Moi, je sais que je refuse le mariage alors que je suis quasiment, ça va bientôt faire 30 ans que je suis avec la même personne, et que nos enfants ont son nom à elle. C'est pareil, c'est-à-dire que sur les impôts, on en parlait tout à l'heure, traditionnellement, c'est encore, quand on est en couple, en pax, en mariage, on prend le compte du mec et ça devient le compte des deux personnes. La femme, quand elle se marie, rentre dans le compte des impôts de l'homme. C'est pas un troisième compte commun qui pourrait s'ouvrir. Donc, quand ils se séparent, bah, l'homme, lui, il n'a jamais bougé son compte et la femme recrée un nouveau compte. Bon, c'est des tout petits détails. Je ne sais plus pourquoi on racontait ça. Pour le divorce, les droits de divorce, pour la pension alimentaire, qui est exonérée d'impôts pour l'homme et qui coûte... Il y a tellement de choses encore à faire pour les droits des femmes. C'est pour ça qu'il y a encore une journée du 8 mars. Mais je ne sais plus pourquoi on disait ça. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je crois que maintenant, c'est passé, on peut avoir le nom de son père et de sa mère quand on est enfant. Tu peux choisir l'un ou l'autre et tu peux avoir les deux. Mais moi, à l'époque de la naissance de mes enfants, il n'y avait pas cette règle. Et donc, j'avais dit au père de mes enfants, bon, ben, y en a un qui aura ton nom, l'autre qui aura mon nom. Ça a fait un scandale. Donc, de grosses discussions sur ce sujet, pour moi, c'est... oui, on est dans un monde patriarcal. Pendant le tournage, les coulisses, moi, je voudrais juste que vous me racontiez ou Julie ou Mathieu, une anecdote qui s'est déroulée pendant le tournage, qui vous a marqué, qui a marqué ce film dans la... C'est un truc qu'on dit à chaque fois, on a tenu absolument, d'abord parce que je pense que c'est notre nature. Oh, merci. Merci. On a tenu absolument, dès le début, et puis on en a parlé entre nous, à recruter que des personnes, en plus d'être talentueuses, compétentes, travailleuses, gentilles. D'abord parce que c'est notre nature, parce qu'en plus on parlait d'une femme humaniste, et de A jusqu'à Z, on a réussi à travailler qu'avec des gens respectueux les uns des autres. En plus, on avait une équipe plus que paritaire. Paritaire, ça c'était vraiment une volonté. Important. Et c'était très important. Mais vraiment respectueux les uns des autres. Et on a eu un tournage très court, 19 jours pour un long métrage en costume, c'est vraiment ramassé. Mais on a réussi à le faire justement parce que tout le monde était soudé, on n'a jamais fait d'heures sup. Et on a fini le tournage avec que des gens qui étaient heureux. A priori, c'est tout ce qu'ils nous ont dit d'avoir fait ce tournage-là. Et pourquoi je raconte ça? Parce que vous demandez une anecdote. On a recruté pareil les figurants. C'est que des gens dont ce n'était pas le métier, mais qui avaient très envie de participer à ce film, qui étaient très investis. Et souvent, les figurants sont maltraités sur les tournages. Pas toujours, mais souvent, c'est quand même la portion négligeable. Ils mangent les derniers, ils sont levés les premiers, on leur parle mal. Enfin, nous, on a essayé de traiter tout le monde pareil. Et il y avait une grande scène dans le film, une scène longue à tourner, compliquée à tourner, qu'on aurait dû tourner en 3 jours, et puis finalement en 2, et finalement on l'a tourné en un seul jour. C'est le procès, où Mamzelle Gaillet avait beaucoup de textes à dire sur une très longue journée, et à la fin, elle commençait un peu à fatiguer. Ah, oui. Et ça aurait pu... Il y a plein de gens qui auraient pu râler, il y a plein de gens... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 80 figurants derrière elle ont commencé à lui souffler le texte tous ensemble, à l'accompagner. Allez, Julie, allez. Mais c'est vrai qu'on a regardé... Et c'était chouette, quoi. Ouais, il n'y avait pas de malveillance, jamais... On a eu, je ne sais pas
combien de demandes de figurants. Enfin, vraiment, on a reçu beaucoup de demandes. Et la directrice de casting qu'on adorait, elle allait dans les villages et elle faisait des petites vidéos. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos, je connaissais toute leur vie. De quand on arrivait le matin, on leur disait bonjour, on allait en plus, c'est pas un film où on peut dire viens avec un jean ou une petite robe noire. Là, il faut venir faire des essayages costumes. Et c'était assez merveilleux. Alors, on a lancé la photographe de plateau aussi en lui disant est-ce que tu veux pas faire des portraits de toutes ces femmes incroyables qui viennent participer de manière engagée sur le film. Donc on a des portraits de toutes les figurantes, de toutes les techniciennes. Non, c'était une belle aventure humaine aussi. Et c'était important pour nous que ces valeurs-là soient dans le film. Proposer de juger Louis XVI de quelque manière que ce soit, c'est une idée contre-révolutionnaire. Le roi a droit à un procès équitable. Il n'y a point de procès à faire. Les peuples ne rendent pas de sentence, ils ne jugent pas comme des cours judiciaires. Ils lancent la foudre. Si vous tuez le roi, vous en ferez un héros. Citoyenne, tu n'as pas droit à la parole. En faisant couler son sang, vous souillerez notre révolution. Vous voulez servir de modèle au monde, vous n'en serez que la honte et l'effroi. Depuis longtemps, nous tolérons tes sorties, citoyenne de Gouges. Tes intrusions, tes affiches, tes textes, tes idées. Des idées que nous avons partagées, citoyen Robespierre. Comment as-tu pu te renier à ce point? Toi qui t'es battu contre la peine de mort, contre l'esclavagisme, contre la guerre. Toi qui as lutté pour que Louis XVI vive. La vérité, c'est que tu marches sur des monceaux de mort pour accéder au rang suprême. Et toi, tu voudrais quoi? La révolution sans révolution? La révolution avec de jolis mots? Il n'y a qu'avec du sang qu'un peuple esclave peut conquérir sa liberté. Allez, sortez là. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais taire. Mais demain, ce sera vous tous.